Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Allez, à 8h17, c'est l'heure de notre petite dash politique avec notre invité Emmanuel Bompard, député européen La France Insoumise et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Emmanuel Bompard, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. On va revenir bien sûr dans quelques minutes sur la présidentielle, l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron, la campagne de votre candidat Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord l'information de la nuit, bien sûr en Ukraine, la Russie qui a bombardé une unité administrative, en tout cas de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporizhzhia, qui serait maintenant, nous dit-on, aux mains des Russes. Alors du côté des autorités, on nous garantit qu'il n'y a pas de changement dans les niveaux de radiation, a priori. Le pire semble donc évité. Mais a-t-on passé ici un point de non-retour dans ce conflit ? En tout cas, c'est une nouvelle qui est forcément très inquiétante. Je comprends que tout le monde se dise, est-ce que ça va avoir un impact en termes d'une éventuelle propagation de la radioactivité ? Je crois qu'il faut attendre que les informations précises tombent. Clairement, de mon point de vue, ça renforce la nécessité de poursuivre une action la plus résolue possible pour pouvoir construire la paix. La paix, c'est une construction politique. Il faut tout faire pour essayer de faire en sorte de mettre un terme à ce conflit. Pour ça, je crois que l'initiative diplomatique reste la solution privilégiée. Il n'y a pas de solution militaire pour construire la paix, et ça nécessite bien sûr de ramener tout le monde à la table des négociations, et pour ça il faut augmenter la pression sur le pouvoir russe. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, nous le disons, il faut notamment des sanctions à l'égard de toute l'oligarchie, des oligarques qui entourent le président Poutine, pour faire en sorte qu'il soit contraint de venir enfin négocier et puis qu'on puisse mettre un terme à ce conflit. Donc trouver une solution pacifiste finalement à ce conflit. Diplomatique en tout cas. Diplomatique, pour peut-être construire plus, la paix. parce que c'est vrai que la question se pose, est-ce qu'on peut être pacifiste face à un homme comme Vladimir Poutine qui hier sur les pourparlers nous indique bah oui on va mettre en place des corridors humanitaires et puis cette nuit bombarde une centrale nucléaire. Mais il n'y a pas d'autre solution que la paix. Il y a pas d'issue militaire, on va pas rentrer en guerre contre la Russie, je pense que personne ne le souhaite, tout le monde comprend que la Russie est une puissance nucléaire et qu'il n'y aurait pas de solution positive à un conflit qui monterait à une escalade militaire dans le conflit qui se déroule en ce moment en Ukraine. Donc je crois que l'enjeu c'est forcément de créer les conditions de la paix. Ensuite bien sûr ça se fait par du rapport de force, il n'y a pas de naïveté possible dans cette affaire. Vladimir Poutine est engagé dans une action militaire qui est insupportable, et si on veut construire la paix, ça nécessite d'augmenter la pression et le rapport de force sur lui pour le contraindre à négocier, à discuter et à mettre sur la table les sujets qui sont posés par Vladimir Poutine, mais qui sont aussi posés par l'Ukraine et qui sont aussi posés par les puissances européennes, dont la France, c'est-à-dire la question de la sécurité aux frontières entre l'Union européenne et la Russie. C'est l'enjeu et c'est autour de ce sujet que doit se construire une solution pour la paix. On va y revenir. D'ici là, en tout cas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui qualifié la Russie d'État terroriste ayant recours à la terreur nucléaire. Ce sont des mots très forts. Est-ce qu'ils se justifient aujourd'hui selon vous ? Clairement, quand un pouvoir autoritaire comme celui de Vladimir Poutine lance une offensive militaire qui est contraire à l'ensemble des règles du droit international, et quand ensuite il s'attaque à des centrales nucléaires, on est à un niveau d'agressivité, de violence qui est insupportable et inacceptable. Mais encore une fois, et c'est pas par gentillesse ou naïveté à l'égard de Vladimir Poutine que je dis que la seule solution est la solution diplomatique, c'est tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'autre. Hormis si quelqu'un nous dit aujourd'hui on va engager notre armée pour aller gagner la guerre contre Vladimir Poutine. Je crois pas que ce soit ce que les Françaises et les Français veulent. Les Françaises et les Français, ils sont inquiets, je le comprends, je le suis aussi, mais la manière de répondre à cette inquiétude, c'est maintenant d'avoir un chemin qui permet de construire le plus rapidement la paix. Et les conditions de la paix, on les connaît, c'est un cessez-le-feu, c'est le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, et c'est l'ouverture d'une discussion, d'une négociation autour de la question de la sécurité. De l'Ukraine, c'est ce que veut aussi Poutine, c'est ce qu'il dit. La quoi, pardon ? Dénazification de l'Ukraine, c'est ce qu'il dit. C'est ses termes, c'est sa manière de s'exprimer. Ce qui est, je crois, la condition de la paix, c'est de pouvoir poser la question de la sécurité aux frontières, et pour ça il y a des propositions qui sont sur la table. Le président ukrainien lui-même a ouvert la voie à ce qu'on pourrait appeler la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Ukraine ne soit pas notamment inclus dans l'OTAN, qui fait partie des sujets que Vladimir Poutine met sur la table pour justifier son agression, qui, je veux bien le dire, même s'il parle de ces sujets, est
injustifiable, ne peut pas être accepté. Pas d'ambiguïté en tout cas de la part de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Vladimir Poutine. Autoritaire, vous le disiez, dictateur ? Jean-Luc Mélenchon a dit déjà il y a plusieurs années, Vladimir Poutine est une graine de dictateur. Jean-Luc Mélenchon a dit il y a plusieurs années, moi je soutiens les militants écolos qui s'étaient engagés quand Vladimir Poutine avait décidé de les poursuivre et de les mettre en prison. Les amis, les gens avec qui nous travaillons en Russie, qui sont nos frères et sœurs de combat, ont payé très cher d'ailleurs le prix de leur opposition à Vladimir Poutine. Certains ont été en prison, d'autres ont été en exil. Donc je vois bien la petite campagne médiatique qui essaye de remaquiller Jean-Luc Mélenchon comme ami de Vladimir Poutine, mais honnêtement ça ne correspond à aucun élément de la réalité. À un moment, il faut être un peu sérieux sur le sujet. Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut une solution diplomatique, il faut se fixer un seul objectif. En soutenant l'Ukraine ? Pardon ? En soutenant l'Ukraine ? Mais il faut soutenir la population ukrainienne. C'est elle aujourd'hui qui est totalement victime de ces bombardements. C'est inacceptable. Donc bien sûr qu'il faut soutenir. Donc le distinguo entre la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien. Le gouvernement ukrainien, je suis très clair. Monsieur Zelensky a mis sur la table lui-même des propositions diplomatiques pour essayer de construire la paix. Il a raison. Quel que soit ce qu'on peut penser par ailleurs de son programme politique, c'est pas le sujet. Il est aujourd'hui l'agressé et c'est donc lui qu'il faut soutenir. Et puis il faut soutenir bien sûr la population, notamment celles et ceux qui fuient les combats, qui fuient les bombardements, qu'il faut accueillir. Et je le dis sans aucune distinction, sans aucune discrimination, parce que c'est notre devoir d'humanité d'accueillir les gens qui fuient la guerre. Que répondez-vous par ailleurs à Nathalie Loiseau ? Elle était à ce micro sur Sud Radio, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était il y a 2 jours, si ma mémoire est bonne. Elle disait que Mélenchon était le perroquet des Russes. Écoutez, franchement, Nathalie Loiseau n'a, à mon avis, pas de leçon à donner à Jean-Luc Mélenchon sur le sujet, de la part de quelqu'un qui a été candidate sur une liste d'extrême droite. Je crois qu'elle n'est pas très bien placée pour donner des leçons de paix à qui que ce soit. Donc, voilà, elle répète des éléments de langage qui, encore une fois, sont absurdes. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais défendu le pouvoir russe. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais défendu les options politiques de Monsieur Poutine. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il se déplace en Russie, il rencontre des opposants à Vladimir Poutine. Donc à un moment, il faut être un petit peu sérieux. Moi, je crois que la guerre mérite autre chose que des polémiques politiciennes. On fait pas de la politique politicienne sur le dos de gens qui se font bombarder. Je trouve que c'est pas à la hauteur de la situation, que c'est déplorable. Vous avez Donc j'ai pas trop envie de répondre à Nathalie Loiseau sur ce sujet. Alors juste pour en finir là-dessus, c'est du côté de la majorité présidentielle, on a tendance en tout cas à vous rapprocher d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen sur vos positions concernant les sanctions à l'égard de la Russie, notamment sur les questions économiques, financières, et puis sur la question aussi des fournitures en armes décidées par l'Europe. Alors vous, c'est toujours niet en tout cas. Non, mais c'est pas niet. D'abord sur les sanctions, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, nous avons dit que nous étions en faveur de sanctions économiques qui visent l'oligarchie autour de Vladimir Poutine. Et nous disons attention aux sanctions qui ont un impact sur les populations parce qu'elles peuvent produire le résultat inverse que celui pour lequel on veut travailler, c'est-à-dire de souder la population russe autour de Vladimir Poutine plutôt que de l'en écarter. Donc c'est une question tactique, c'est pas une question principielle ou de proximité avec le pouvoir russe. Quant à la livraison d'armes, c'est le même sujet. La question est de savoir si c'est efficace. Est-ce que c'est en livrant des armes à l'Ukraine qu'on va permettre d'avoir une résolution la plus rapide possible de ce conflit ? Je ne le crois pas, parce que je pense qu'il y a une telle dissymétrie des forces engagées que je ne crois pas que la solution soit militaire. De mon point de vue, la solution est diplomatique et elle passe, comme je le disais tout à l'heure, aussi par la mise en place d'un rapport de force. Et je crois que les sanctions économiques qui visent le pouvoir russe sont la bonne solution. Et dernière chose, attention aux sanctions qui, à la fin, ont un impact sur la population française. Et donc, si on est dans cette situation, il faut aussi qu'il y ait un plan de protection de la population française. Nous avons mis sur la table une mesure claire, simple, qui est le blocage des prix pour faire en sorte que ce ne soit pas les Françaises et les Français qui payent le prix des sanctions que nous imposons à l'égard des Russes. Vous parliez de politique politicienne sur le dos de ce qui se passe en ce moment du côté de l'Ukraine. Que dites-vous à la candidate socialiste Anne Hidalgo qui a déclaré, je la cite, je suis scandalisé qu'un candidat venu de la gauche, admirateur du dictateur vénézuélien, aujourd'hui soutien de Poutine, tienne un discours qui transforme les agresseurs en agressés. Il ne peut pas prétendre représenter la gauche qui est le contraire de cette faillite morale. Fin de citation, ça vous choque ? Ça me choque parce qu'elle raconte tout simplement n'importe quoi. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais dit
que l'Ukraine n'était pas aujourd'hui l'agressé. Il a toujours été extrêmement clair sur le sujet. Et dès l'intervention militaire de Vladimir Poutine qui viole une frontière, donc il le fait dans la violation du droit international, il a dit cette décision, cette agression est inacceptable. Donc écoutez, Madame Hidalgo raconte n'importe quoi. Le point positif, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Il suffit de regarder ses intentions de vote dans les sondages. L'actualité de la nuit, en tout cas en Ukraine, qui est un peu éclipsée, on peut le comprendre. L'officialisation, en tout cas, elle est attendue de la candidature d'Emmanuel Macron, effectivement, avec cette lettre aux Français publiée dans la presse régionale. Il était temps, Manuel Bompard, finalement. Honnêtement, s'il n'y avait pas de suspense. Oui. Moi, à la limite, si j'attendais une lettre d'Emmanuel Macron, c'était plutôt une lettre d'excuses. D'excuses pour la politique qui a été mise en place depuis 5 ans. Nous n'avons pas tout réussi, il y a un début d'excuses. Et puis le reste, c'était parfait, c'était génial ce qu'il a fait, si on en croit ce qu'il dit dans sa lettre. Je rappelle que le quinquennat d'Emmanuel Macron est celui qui a vu une explosion des inégalités extrêmement importante. Aujourd'hui, dans ce pays, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Est-ce que cette situation est acceptable, franchement? Et ça, c'est pas seulement le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, mais en tout cas la politique d'Emmanuel Macron n'a pas corrigé ces inégalités. Donc le président de la République aurait mieux fait de s'excuser, il préfère annoncer sa candidature, très bien, maintenant il y aura une campagne, du chômage, projet contre projet. Le chômage qui a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Mais ça aussi, vous savez que c'est sujet à interprétation, il utilise des chiffres. Or, on peut, en fonction des catégories qu'on prend en compte, donner un résultat qui est un résultat extrêmement différent. Par ailleurs, tout le monde sait que les contrats qui sont créés ces derniers mois sont des contrats d'intérim, sont des contrats qui durent parfois une journée. Donc c'est une augmentation de la précarité dans le travail qui est pas acceptable. Les gens ne vivent pas mieux aujourd'hui après 5 ans d'Emmanuel Macron, et je ne souhaite pas qu'ils vivent encore plus mal après 5 nouvelles années d'Emmanuel Macron. Et donc l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est de tourner la page du macronisme, de cette brutalité, de cette inégalité, de faire en sorte d'avoir un candidat, et pour ma part je soutiens Jean-Luc Mélenchon, qui mette au cœur de son programme la lutte contre les inégalités sociales, le partage des richesses, la bifurcation écologique et une nouvelle démocratie, parce qu'on a vu les conséquences d'une pratique solitaire et autoritaire du pouvoir sous Emmanuel Macron. Il faut une 6e République, il faut faire en sorte que le pouvoir soit mieux partagé. Ça, c'est les axes qui sont au cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon, et donc je souhaite qu'on ait un débat de qualité maintenant, et que le 10 avril c'est toute prochain... la question, le débat de qualité. Il le dit d'ailleurs dans cette lettre, qu'il ne pourra pas mener campagne comme il l'aurait souhaité. Ça vous inquiète, ça, sur potentiel débat? Vous appelez d'ailleurs un débat? Bien sûr, avec Emmanuel Macron. Je comprends honnêtement que le président de la République est sur la scène internationale, c'est légitime de dire qu'il doit avoir un temps de son agenda qui est consacré à s'occuper et à prendre des initiatives sur cette question internationale. Mais ça doit pas lui servir, si vous voulez, de prétexte pour fuir le débat, la conflictualité. Et c'est pas uniquement pour nous faire plaisir, c'est que on sait très bien que si cette campagne est escamotée, si Emmanuel Macron remporte cette élection après une forme de dissimulation sur son programme, ça sera pas une bonne chose pour la démocratie, parce qu'ensuite les gens auront l'impression de s'être fait voler l'élection, et donc on aura un problème démocratique. Donc il faut qu'on ait une campagne de qualité malgré ce contexte. Il faut qu'il accepte le débat, la conflictualité, la confrontation, pour que les Françaises et les Français puissent ensuite choisir en connaissance de cause. Le grand absent finalement de ce texte, de cette lettre aux Français de la part d'Emmanuel Macron, c'est peut-être le pouvoir d'achat. Il n'en parle pas dans cette lettre, ça vous étonne pas? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Manifestement, c'est pas ses préoccupations. Sa préoccupation première, c'est pas celle, malheureusement, de savoir comment vivent celles et ceux qui galèrent à finir les fins de mois. Et il y a des mesures extrêmement précises. Il ne dit rien sur les salaires, par exemple. Nous disons il est temps d'augmenter le SMIC de manière immédiate. Il a cette formule qui a retenu quand même mon attention. Il dit il va falloir travailler davantage. Donc j'espère qu'il va pouvoir préciser la réalité de ses intentions. Est-ce qu'il veut, comme monsieur Édouard Philippe, qui était son Premier ministre, mettre l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans? Ce serait la reprise de la réforme des retraites qui a été arrêtée. Est-ce que c'est ça qu'ils nous le disent pour qu'on puisse en débattre? Parce qu'il faut que ça soit au cœur de la campagne, parce qu'ensuite, s'il doit le mettre en place, sinon il y aura des protestations, des mobilisations contre, comme il y en a eu dans le quinquennat précédent. Donc j'espère qu'il précisera ses intentions pour qu'on puisse avoir un débat sur ce sujet. Le vote utile du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon qui est bien placé dans les sondages, qui augmente 11,5% dans notre rolling IFOP fiducial, parfois même dans certains sondages en 4e place devant Valérie Pécresse. La dynamique, elle est là? Vous sentez que ça bouge en tout cas? Elle est dans les sondages, vous l'avez dit, elle est sur le terrain, les meetings de Jean-Luc Mélenchon ont rencontré un écho très important. D'ailleurs, ça me permet de dire, s'il y a des Lyonnaises et des Lyonnais qui nous écoutent, que Jean-Luc Mélenchon sera en meeting à Lyon dimanche prochain, ce dimanche à 15h, donc je les invite à venir.
Et puis je crois qu'il y a petit à petit le programme, les idées de Jean-Luc Mélenchon qui font leur bonhomme de chemin dans cette campagne. Moi, je veux dire à celles et ceux qui longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on leur a dit la gauche va être éliminée de cette élection, c'est pas possible de gagner. Je vais leur dire s'il y a une possibilité, il y a un chemin pour faire en sorte que la gauche soit au deuxième tour de cette élection, et ça passe par le vote pour Jean-Luc Mélenchon. Il est à quelques points de la qualification au second tour. Donc c'est possible d'y arriver. Je reprends le slogan qui est celui de l'affiche de Jean-Luc Mélenchon. Un autre monde est possible, et pour ça il faut se mobiliser. C'est le 10 avril prochain. Le vote utile à gauche, Ségolène Royal qui a porté son soutien à Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu une surprise, en tout cas pour beaucoup peut-être. Sandrine Rousseau qui a été exclue d'Europe Écologie Les Verts après ses critiques à l'égard de Yannick Jadot. Est-ce que vous l'appelez, elle aussi, peut-être à vous rejoindre, à rejoindre Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, moi, j'appelle personne, chacun fait ce qu'il veut, et chacun fait son analyse de la situation, regarde les propositions, les programmes. Moi, j'utilise pas trop le terme de vote utile parce que je trouve qu'il est insultant pour les autres candidats. Non, on l'utilise pas. On a parlé d'un vote efficace. On pense le vote qui est le plus efficace pour permettre à la gauche d'être présente au deuxième tour. Et si Sandrine Rousseau veut participer de cette dynamique, elle est bien évidemment la bienvenue, mais c'est à elle de décider, de dire ce qu'elle a à dire. Emmanuel, on parle Covid, Jean Castex qui a annoncé hier la suspension du pass vaccinal au 14 mars, ainsi que la fin du masque obligatoire, sauf dans les transports, les hôpitaux, les établissements de santé. C'est une bonne nouvelle. Vous pensez surtout à ça, ou plutôt petite arrière-pensée électoraliste en fait? Les deux, clairement, le calendrier est pas anodin. Néanmoins, nous, on était opposés au pass sanitaire, on était opposés au pass vaccinal. Donc c'est pas moi qui vais vous dire que je suis mécontent si le pass vaccinal ou le pass sanitaire sont levés. Je souhaite qu'ils ne soient pas levés de manière provisoire. Et je dis là aussi aux Françaises et aux Français, si vous voulez la fin... C'est le choix des termes aussi, suspension, oui, voilà, c'est pas suppression. C'est pas arrêt. Donc je leur dis que s'ils veulent l'arrêt définitif du pass sanitaire, du pass vaccinal, le plus certain, c'est pas de faire confiance à Emmanuel Macron et à Jean Castex, c'est de voter pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Bompard, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle pour nos auditeurs députés européens, LFI est donc directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, merci. Merci beaucoup.